Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette 38e édition de Transparence. Vous savez, Transparence, c'est une fois par semaine, avec une rediffusion, une fois par semaine le dimanche à 19 h et rediffusion le mardi à 21 h, toujours sur H-Live, bien sûr. H-Live, c'est sur Freebox 436, Orange 582 et Bouygues 702, bien sûr. Et également sur YouTube, H-Live TV, ou bien encore sur Facebook, toujours H-Live TV. Pour ce soir, pour cette 38e édition, j'ai fait appel à une personne que vous connaissez peut-être dans cette communauté. En tout cas, elle représente une entité que vous connaissez très très bien. Il s'agit de la présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Elle s'appelle Maudeline Michaud. Maudeline, bonsoir. Bonsoir Pradel, bonsoir aux téléspectateurs de H-Live. Merci de me recevoir. C'est un plaisir pour nous de t'avoir avec nous dans cette émission. Ça fait un moment qu'on essayait de t'avoir dans l'émission, mais à chaque fois, on n'arrivait pas à te retrouver puisque ton emploi du temps est trop chargé, évidemment. Qui dit présidente de la Fédé dit emploi du temps hyper chargé, on le comprend. Donc, on va essayer de te présenter, de savoir qui tu es. Évidemment, c'est une présentation très succincte que je vais faire et libre à toi de compléter cette présentation. C'est parti? C'est parti. Parfait. Maudeline Michaud est arrivée en France métropolitaine en provenance de la Guyane française, où elle a vécu depuis l'âge de 7 ans. C'est ça. C'est bien ça. Donc tu es arrivée en Guyane à l'âge de 7 ans. J'avais 7 ans, effectivement. Très bien. Suite à des études universitaires en lettres modernes, sciences de l'éducation et sciences de l'information, elle s'est logiquement dirigée vers une carrière dans l'enseignement et l'encadrement des jeunes. Évidemment, lorsqu'elle a quitté sa commune natale en Haïti, Akin, elle ne connaissait pas grand-chose du pays. Elle a donc rapidement eu un grand besoin de découvrir et d'apprendre à connaître sa culture et son histoire. Au travers de ses passions que sont la lecture, la musique, le cinéma, elle voyage dans cette culture et cette histoire d'Haïti. Mais son vrai premier contact avec la communauté haïtienne se fit dans les années 2000, notamment lors de la présentation du poème Choukoun d'Oswald Durand, adapté au théâtre par un certain Éric Soré. C'est ça. Ces découvertes ont insufflé en elle non seulement un grand amour pour Haïti, mais également une volonté, une sacrée volonté de contribuer au développement de ce pays. C'est ce qui pousse Maudeline Michaud à devenir membre de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, la Fédé, en 2017. Rapidement, elle en devient secrétaire générale, puis présidente depuis le 9 janvier 2021. Tu as vu? J'ai brossé rapidement ta présentation pour te laisser compléter. Est-ce que tu veux compléter ou bien enlever des choses que j'ai dites? Non, pas du tout. Rien à enlever, compléter. Tu l'as tellement bien fait. Effectivement, oui, en arrivant de la Guyane où j'ai grandi, j'ai dû me retrouver finalement. Hein. Lorsqu'on arrive comme ça, on laisse une partie de nous-mêmes là où on a grandi et puis on vient découvrir. La découverte, c'est super. On dit bien que les voyages forment la jeunesse, c'est vrai. Donc, voilà, j'ai appris à mieux me connaître. Une question, une chose que je n'ai pas dite dans ta présentation, tu es arrivé à quel âge en France métropolitaine? Ouh là là, mais on va connaître mon âge là maintenant. Non, alors je suis arrivée, j'avais 19 ans. Ah ouais, donc tu es resté en gros 12 ans en Guyane française. Oui, c'est là où voilà, je voulais en venir. Toute ma formation jusqu'au baccalauréat. Je suis venue en France métropolitaine pour la poursuite de mes études universitaires. Alors lorsqu'on a quitté son pays natal avant même d'atteindre l'âge de l'adolescence, est-il vraiment important de chercher à en connaître l'histoire et la culture? Est-ce quelque chose de si important? C'est important. Après, je ne sais pas, je ne pense pas qu'on le ressent tous, pas au même moment en tout cas. Mais moi, j'ai rapidement ressenti ce besoin-là d'apprendre des choses sur Haïti. Chaque fois que j'ai pu, dans mes travaux universitaires, j'ai trouvé une façon. Comme j'étais en sciences humaines, j'ai pu trouver diverses façons de parler d'Haïti. Donc c'est là, j'ai fait des travaux sur le vaudou, j'ai fait sur le carnaval, enfin j'ai toujours trouvé un moyen de parler d'Haïti dans mes travaux. Alors, quelles sont les plus belles et les plus surprenantes découvertes justement que tu as pu faire durant ton apprentissage de cette histoire et de cette culture? Alors, figure-toi, Pradel, que
comme tous les enfants, comme toutes les familles haïtiennes, le 1er janvier, la soupe. Logique. On mangeait la soupe, mais je ne savais pas. Tu mangeais la soupe ou tu buvais la soupe? Ah ben je crois que les deux se disent, on fait les deux. On boit et on mange. Et je ne savais pas, jusqu'à mes 19, 20, 21 ans. Tu ne savais pas pourquoi? Je ne savais pas ce rituel. Pourquoi. Et donc, lorsque je l'ai découvert, ça a été encore une raison de plus. C'est à mesure que je faisais ce genre de petites découvertes, que mon amour de ma culture grandissait. J'ai même eu la chance de réaliser un petit documentaire avec Amilcar Nixon à l'époque. Voilà, on a fait un beau petit documentaire sur l'histoire de la soupe. Et donc, à partir de là, c'est ce genre de petites choses. Ça m'a donné encore plus envie d'aller dans les activités culturelles. Donc, j'étais toujours là. À un moment donné, il n'y avait pas une activité culturelle que tu ratais. Ou que je ratais. Est-ce qu'on peut dire que c'est la soupe qui est ta plus belle découverte, ta plus grande découverte dans cette culture, dans cette tradition haïtienne? Parce que finalement, c'était quelque chose d'assez insolite. Et puis après, l'histoire, bien entendu. Moi, j'ai découvert aussi l'histoire à travers, les lectures. Je pense que l'un de mes premiers romans, c'était Gouverneur de la Rosée. Logique. Que j'ai lu et relu. Après, René Despestre. Logique. Voilà. Et alors, Daniela Ferrière, l'écriture à la première personne, ça m'a... Évidemment. À ton avis, les activités associatives sont-elles un bon moyen pour faire passer les revendications d'un peuple, notamment celles du peuple haïtien? Et je dis les activités associatives, pas syndicales, pas politiques, mais surtout associatives. Est-ce que c'est un bon moyen de faire passer les revendications d'un peuple tel que le peuple haïtien? Elles peuvent l'être, parce que par principe, les associations sont des structures qui rassemblent des madame et monsieur tout le monde, donc des personnes qui vivent ce que peut vivre le peuple, qui ressentent, enfin voilà, qui connaissent vraiment ce dont il peut avoir besoin, ses difficultés, etc. Donc ça peut être, et puis le rôle même d'une association, c'est de rassembler, c'est de mobiliser. Donc à partir de là, en étant acteur de la société civile, on peut effectivement porter des idées, porter des causes en rassemblant, en sensibilisant. Et bien entendu, une fois que c'est fait, on fait notre part du travail. Reste après à ceux qui ont le pouvoir, le devoir même, de changer les choses, de le faire. Mais c'est vrai qu'en étant, en militant au sein d'une association, on peut effectivement aller loin lorsqu'on arrive à rassembler, lorsqu'on arrive à toucher les gens sur une cause. On sait qu'au niveau d'un syndicat, au niveau d'un parti politique, on peut être plus ou moins obligé d'appartenir à ce syndicat pour bien se faire voir peut-être au niveau du boulot, au niveau des autres partis politiques pareils, parce que les parents étaient dans ce sens-là, on va essayer d'y aller pour qu'on soit reconnu ou bien pour qu'on puisse atteindre le pouvoir qu'on cherche. Tandis qu'au niveau des associations, c'est plus du volontariat. Est-ce que c'est ce côté volontaire qui fait que la chose est encore plus belle et peut-être c'est plus facile de faire passer des messages? Oui, c'est vrai. Tu as dit quelque chose, le côté volontaire, parce que finalement aussi, lorsqu'on va s'investir au sein d'une association, à but non lucratif, on sait, voilà, c'est vraiment parce que justement, on est poussé par une volonté d'aider, une volonté de changer les choses, de créer des choses, etc. Donc oui, on y va avec le cœur finalement, on y va avec compassion, on est motivé par autre chose que certains intérêts. Et donc, lorsque c'est le cœur qui parle, je pense qu'on peut vraiment faire de grandes choses. Même si on n'attend rien, justement. Savoir, et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'investir, donner de son temps, de son énergie, de sa personne, sans rien attendre en retour. C'est clair. C'est logique. Voilà. Et tu es arrivé en France dans ta petite vingtaine, même pas atteinte, et tu as commencé à découvrir le monde associatif, plus ou moins. Et la Fédération de la diaspora haïtienne de France, qui regroupe diverses associations haïtiennes, fut créée en 2010, en novembre 2010. C'est ça. Pourquoi as-tu attendu 2017 pour intégrer cette association? Est-ce que tu faisais partie d'autres associations? Et puis, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour intégrer la Fédé?
Eh bien, c'est simple. Effectivement, avant d'intégrer la Fédé, bien entendu, lorsque cet intérêt pour Haïti est né, j'ai eu envie de m'impliquer, forcément. Donc, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont des étudiants haïtiens. Donc, il y avait à l'époque l'Association des étudiants haïtiens de France. Donc, je les ai rejoints. On a beaucoup discuté. On avait pas mal de projets. Puis après, hein, il y a des choses. Il y a parfois de beaux projets. Et puis, quand les moyens ne sont pas derrière, on ne peut pas aller bien loin. Mais en tout cas, le fait même parfois d'échanger des idées, de se retrouver, c'est déjà très bien. Et puis, je me suis aussi investie au sein de l'Association des femmes haïtiennes de France, avec Violante Toussaint à la tête à l'époque. Et tout de suite, je me suis mise le poste de secrétaire. Je dois avoir une tête de secrétaire. J'étais la secrétaire adjointe. Et ensuite, très active au sein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je participais en dehors de ça aux activités de la communauté. Mais à un moment donné, il faut faire une pause quand c'est nécessaire. Donc, j'ai fait une pause pour me marier, avoir un enfant, etc. Et puis, parfois, on a juste envie de faire une pause. Donc, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que l'associatif, c'est du bénévolat, si on n'est pas disposé et disponible, en tout cas pour ma part, il vaut mieux qu'on arrête. Oui, c'est clair. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours se faire remplacer. C'est ça. On peut aller et venir. Et donc là, j'ai fait une pause donc lorsque j'ai intégré la Fédé, j'étais de nouveau disponible. Et disposée à m'investir. Parce que lorsque je m'investis, c'est à fond. C'est à fond. Dis-nous, comment ça s'est passé? 2017, tu décides de t'inscrire à la Fédé. Tu es arrivé, tu as dit j'aimerais avoir un timbre, entre guillemets, je veux devenir membre, combien ça coûte de cotisation, comment ça s'est passé exactement? À vrai dire, pour être... Jocelyn Jean-Louis Jocelyn Jean-Louis, ouais, l'ancien président, qui est passé ici au moins 2 fois déjà. Tout à fait, est un ami de longue date, on se connaît depuis l'université. Et donc, il a su trouver les bons mots pour m'intéresser à la Fédé. J'ai assisté finalement à l'investiture de Jocelyn en 2017. Et par la suite, à force de discuter, eh bien, j'ai fini par me dire, bon, il est peut-être temps que je recommence à... Parce que justement, il m'a dit, mais Maudeline, ça fait un bon moment, ta pause, elle est longue quand même, il faut revenir maintenant. Donc, voilà. Je suis retournée en tant que... on va dire que membre actif dans une association. Et puis, forcément, le projet de la Fédé m'a intéressée. Bien entendu, mais on va y arriver. Moi, j'ai envie de faire le cheminement. En 2017, donc, tu as décidé de devenir membre active. Et à quel moment es-tu devenu secrétaire de la Fédé? Parce que... peu de temps après. Peu de temps après, quoi, il y a eu un coup d'État ou bien il y a eu de nouvelles élections, démissions? Tout en restant modeste, Jocelyn savait que je pouvais le faire, tout simplement. Donc, il m'a proposé, les administrateurs ont accepté, et puis à partir de là... Pourquoi il n'y avait pas de secrétaire à l'époque? Non. Ok, donc c'était une place vacante qu'il fallait combler. Vacante, et Jocelyn a trouvé le profil. Tu es resté secrétaire de la Fédé pendant combien de temps? Pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. De 2017 à 2021, quoi. À janvier 2021. Tout à fait, puisque bon, la Covid oblige, on a dû reporter les élections de la Fédé. Les élections ont lieu tous les 3 ans ou tous les 4 ans à la Fédé? Tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Donc là, c'est parti pour 3 ans. Alors, je sais que Jocelyn ne voulait plus rester président pour des raisons professionnelles, apparemment. Et c'était l'opportunité pour toi de devenir présidente ou bien on t'a forcé? Ah ben non, on ne peut pas, de toute façon, encore une fois, dans l'associatif, on ne peut pas forcer. Ce n'est pas souhaitable en tout cas. On t'a forcé la main, hein? Non. Donc tu le voulais, c'est un poste que tu voulais. Voilà, il a fallu de toute façon qu'on avance. Et étant secrétaire, en général, je n'étais pas courrier et au téléphone, j'étais vraiment impliquée. Donc, les projets qu'on a pu réaliser ensemble, j'étais vraiment investie dedans. Et donc, j'étais vraiment en coulisses, mais de manière active. Et lorsque la question s'est posée, je me suis dit, pourquoi pas? C'est une grande responsabilité, ça me prendra beaucoup de temps. Mais j'aimerais bien proposer ma vision des choses. Et voilà, c'est avec ce raisonnement-là que je me suis lancée. Il faut savoir que la Fédé n'est pas une association, c'est une fédération qui regroupe plusieurs associations. Donc c'est une charge encore plus lourde que les gens qui sont présidents d'une petite association ou d'une association tout simplement. Et
Comment ça se passe au niveau des élections, au niveau de la FEDE? Est-ce qu'il y a plusieurs candidats? Vous faites campagne et vous essayez de vendre votre projet, chacun a son projet. Comment ça se passe exactement? Oui, c'est à peu près ça. On avait mis la barre un peu haut. Il y a eu une vraie campagne. Pas assez de candidats pour moi. Parce que après, bien entendu, c'est un engagement. Il faut être... il y a des personnes qui sont honnêtes avec elles-mêmes et les autres. C'est une charge. Je ne me sens pas ni les épaules, ni le temps, la disponibilité de le faire. Donc oui, mais il y a eu effectivement une campagne pour tous les postes, le poste de la présidence, le secrétariat, même les administrateurs. Donc vous battez tout le monde qui était en face. Tout le monde qui était candidat à la présidence, vous battez tout le monde. Bon, non, pas de gain full. Mais malgré tout, il faut qu'on convainque l'autre monde pour qu'il suive. Donc, je connais que, finalement, son mise à l'épreuve pour moi, c'est un challenge aussi. Oui, c'est clair. De toute façon, quand on prend la présidence d'une entité, forcément, les gens attendent beaucoup de toi. Tout à fait. À toi de faire tes preuves, de réaliser ce que tu avais vendu. Nouvelle arrivée, femme. En plus. Il y a tellement de choses. Les défis sont assez grands. Voilà, tout à fait. Alors, parlons un petit peu des principaux objectifs de la FEDE et est-ce qu'avec cette nouvelle équipe, vous avez décidé de compléter ces objectifs? Est-ce que c'est faisable déjà au niveau légal? Et je ne sais pas. Parlons un petit peu. Je sais qu'il y a 4 principaux objectifs au niveau de la FEDE. Et est-ce que ces objectifs sont complétés ou modifiés? Alors, pour le principal objectif, donc il faut savoir que la FEDE, lorsqu'elle a été créée, c'était vraiment juste après la terrible catastrophe du 12 janvier 2010. Le séisme. Voilà, le séisme. Et donc, les personnes qui sont à l'initiative de la création de cette organisation étaient vraiment parties du principe qu'il fallait que des Haïtiens vivant à l'étranger, ayant quand même non seulement l'amour du pays, mais une certaine compétence parfois purement technique à apporter, puissent se réunir. Il y avait différents profils des responsables d'associations, des entrepreneurs et autres professionnels qui se sont dit il faut qu'on... Parce que finalement, sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de... Il y a eu un grand élan de solidarité par rapport à ce qui arrivait à Haïti, au niveau... en France, en Europe même. Bien sûr. Et donc, finalement, il y avait parfois, c'était un peu difficile d'avoir un interlocuteur ciblé parce que, comme nous le savons, il y a beaucoup la communauté haïtienne, ne serait-ce que d'Île-de-France, il y a beaucoup d'associations. On en a répertorié 600 au niveau de la préfecture, mais je ne sais pas si ça n'a pas augmenté entre-temps. Voilà, il faut qu'on mette à jour ces chiffres. Donc finalement, avec autant d'associations, vers qui se tourner, etc. Donc c'était en partant de ce constat-là qu'ils se sont dit, il faudrait peut-être qu'on ait une structure qui soit quand même un interlocuteur, peut-être pas l'interlocuteur principal, mais au moins qu'il y ait un interlocuteur identifié pour ce genre de situation où on va pouvoir, quelque part, sans prétention, dire qu'on est des représentants de la communauté. Sans prétention aucune, bien entendu. Et donc, il y avait ça, et puis surtout, il y avait derrière le projet de contribuer, de permettre à ces professionnels, à ces responsables d'associations qui, pour la plupart, étaient déjà actifs sur le terrain en Haïti, s'investissaient en Haïti, construisaient des choses, faisaient des choses, puissent se mettre ensemble et contribuer ensemble, le mot ensemble est important, au développement durable du pays. Ce qu'on va faire, on va marquer une petite pause, ensuite on va revenir, on va regarder ces 4 principaux objectifs originaux ensemble. Après, on essaiera de voir si cette nouvelle équipe, parce que vous pouvez jamais répondre à une question maintenant, si nouvelle équipe-là a modifié l'objectif ça, ou bien s'il a complété, ou bien s'il a rajouté. Ma compose, n'a pas tourné tout de suite. Vous êtes dans la 38e édition de Transparence, vous êtes évidemment sur H-Live, Pradel Saint-Florent, votre compagnie, pour cette émission en transparence. On se retrouve dans quelques instants, ne bougez surtout pas, puisque notre invitée s'appelle Maudine Michaud, elle a plein de choses à nous dire, c'est la présidente de la FEDE. À tout de suite.
Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous revenons tout de suite sur le plateau de Transparence. Nous sommes dans la 38e édition, bien sûr. Notre invitée s'appelle Maudeline Michaud. Elle est la présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, la FEDE, F-E-D-H-E, bien sûr. Et nous parlions des objectifs de cette entité qui n'est pas une association, mais une fédération, c'est-à-dire une entité qui regroupe plusieurs associations. Et 4 principaux objectifs. Je pose aux questions à Léa, ou pas de finir répondre ni bien, parce que on est soit fait rétention d'informations pour le moment, parce que comme son nouvelle équipe, peut-être ou pensez en campagne, il n'y a toujours pas qu'on veut dévoiler tout le bagaille. Non, pas du tout. 4 objectifs principaux qui t'ont gagné dans FEDE. Est-ce qu'il y a plus que 4 qu'on a, ou bien c'est toujours 4? Non, 4 piliers toujours là. Toujours là. Et puis nous toujours qu'à ajouter. Nous toujours qu'à. De toute façon, il fait pour l'évoluer, nous pas qu'à rester tout le temps dans le même stade là. Bon, pour revenir à objectif, c'est déjà premier objectif là, c'était vraiment valoriser et initiative acteurs associatifs, parce que nous connaissons un peu l'association qui a fait bel travail souterrain. C'est vraiment fédérer initiative ça mettre en valeur. Et puis, visibilité aussi. Ça, vraiment, mon visibilité, elle est importante pour nous. Très bien. Et ça, aller dans le deuxième point, vous pensez encourager l'initiative ça oui. Et puis visibilité. Oui. Nous après tout au fur et à mesure pour nous comprendre qui gens nous arrivés à atteindre l'objectif ça mais on continue. Oui, tu as 2 déjà là finalement. Puis c'est mon visibilité, il est vraiment dans le deuxième objectif là. Et troisièmement, c'est mener des actions en faveur d'une meilleure intégration des Haïtiens vivant à l'étranger et des Haïtiens qui vivent également au pays. C'est ça? Alors. Dans le troisième point ça, oui, déjà, permettre que, donc, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Donc, diaspora, ou même plutôt dit haïtiens vivant à l'étranger. Au lieu de mot diaspora. Parce que il est chargé de un pile sens, mais bon, nous ne pouvons pas venir, nous ne pouvons pas étaler sous ça. C'est vraiment, d'une part, permettre que haïtiens qui vivent à l'étranger et impliqués. Non, parce que nous pas qu'à juste voyer et des familles, nous c'est bien, nécessaire, indispensable pour eux, c'est vital même, mais l'intéressant pour peut-être nous impliquer nous plus pour changer donne finalement, pour permettre que de génération qui viennent derrière pas gain même attente par rapport à famille qui l'autre bord de l'eau. Donc, vraiment, implication en la vie économique là. Bon, implication en la vie économique là, par défaut, elle est déjà là. Puisque nous soutenons l'économie. Voilà, nous soutenons l'économie. Et puis, plus loin que ça, vraiment, on a une vraie place au niveau, nous parlons sûrement de sous-sujet ça, mais au niveau politique, pourquoi pas, vraiment, en implication, parce que mine de rien, Haïtiens qui vivent à l'étranger, c'est citoyens haïtiens et tout. C'est vrai que qui gagne double nationalité, etc. C'est tout un problème assez compliqué. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, nous étions haïtiens. Donc, il faut que les haïtiens qui vivent à l'étranger aient une vraie place et dans la vie économique, socio-économique, politique pays. Et puis, il est important pour nous aussi que, puisque nous, dans la terre d'accueil, là, nous en France, bon, regardez moi-même, moi, grandi dans le système français, il est important que nous profiter de double culture, ça, de double en haïtien qui quittait Haïti plus vieux que moi-même t'ai quitté, il gagne ça, il gagne formation, il gagne éducation, il gagne pile, il gagne bagage déjà bien chargé qui sorti avec l'Haïti et puis il vient mettre avec ça que la prend en France, en Angleterre, etc. Il faut qu'il vienne en force. Donc intégration dans le pays d'accueil là important aussi. Très bien. Et puis, dernier point, dernier objectif là, c'est nous
mettez-nous comme interlocuteur carrément avec, interlocuteur des représentations diplomatiques haïtiennes, mais également des entités du pays d'accueil. Européenne, oui, tout à fait. C'est Sam t'a dit tout à l'heure, c'était vraiment un constat ça qui était fait au début de création structure là. Et puis il est important de penser que encore une fois, on a toujours venu sous même constat ça, il y a un pile association, donc il est important que si il y a un dialogue, c'est vrai que dans la FEDEA nous toujours expérience que me fait pendant 3 dernières années ça en tant que secrétaire, chaque fois que un sujet qui concerne les diasporas, nous toujours essayer de porter avec l'autre structure, pour nous associer au maximum d'acteurs dans la démarche là. Ou alors, bien entendu, il est important pour nous avoir un bon rapport avec les représentants diplomatiques nous. Idéalement, il faut que nous collaboré, il faut que nous ayons quelques projets que nous avons portés ensemble. C'est ça, nous toujours partant ouverts pour ce genre de collaboration. Ça et puis, pour que nous allions chercher, et ça nous a finalement, par exemple, il y a un groupe d'amitié France-Haïti qui existait. Donc, l'important, il est intéressant que nous ayons quelques discussions avec elle, collaboration même, etc. Même au niveau européen, il y a quitté place pour les représentants diaspora. Il faut que nous allions et dialoguer avec eux. Pour ça, nous joindre finalement qui parle en faveur diaspora pour évolution, pour progression. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples parmi tous ces objectifs, un ou deux exemples de réalisation, des choses que vous avez déjà faites? Je sais qu'il y a une lettre, on en parlera tout à l'heure, c'est une des démarches, mais est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées justement dans le sens de ces objectifs? Oui, alors, si on parle des institutions, bon déjà, on a pour le moment... Nous pouvons avoir occasion pour nous vraiment avoir une réalisation concrète, par exemple, que nous disons que nous faisons en collaboration avec l'ambassade là, mais en tout cas, volontaire là. Et puis, souvent, jusqu'à maintenant, à qui poser, c'est, à plus concret que nous faisons, c'était en 2018, entre fin 2018 et début 2019, nous étions réunis en groupe de spécialistes, finalement, sous question de institutionnalistes, etc., juristes, monde qui est vraiment calé sous question constitution, parce que affaire constitution, la palais, ça fait un moment. Et il est beaucoup fini. Et donc, à la demande du député Thierry Tardieu, il était adressé là à la Fédé pour nous finalement consulter quelques monde diaspora avec volonté de impliquer diaspora pour nous réfléchir sur quelques recommandations et travail ça a été fait. Donc recommandations nous réunit nous essayons de faire large au niveau européen le plus que possible et puis nous remettre travail là les députés. C'est en commande donc nous fait travail là nous bailler ce qui la viendra. Vous n'en savez rien. Ne nous appartient plus, mais on a fait notre part du travail. Ce qui adviendra ne vous appartient pas, mais vous concerne. Oui, bien entendu. Nous concerne, nous intéresse. Très bien. Quelles sont les actions immédiates que la nouvelle équipe de la Fédé entend mettre en place pour atteindre ces objectifs? Pour parler de nouvelle équipe, est-ce que je peux profiter de notre nouvelle équipe au bureau? Je fais un petit bonjour à Rachel Ozias, notre secrétaire générale, et à Olivier Levelt, mon vice-président. Rachel Ozias, Olivier Levelt. On a Jean-Pierre Roy, qui est notre trésorier, qui est un ancien président. Jean-Pierre le skieur. Jean-Pierre le skieur, ancien président de la Fédé. Donc, pour montrer que finalement, on passe d'un poste à un autre en fonction du mandat. On est tous là, toujours, pour faire avancer la Fédé. Donc, je les salue. Le bureau, il est encore petit, il est amené à grandir. Il y a encore des postes vacants? Il y a encore des postes vacants, les postes d'assistants. Et puis, on a nos administrateurs qui sont avec nous pour nous accompagner. Que deviennent les anciens présidents? Ils sont toujours membres? Ils sont membres d'honneur ou bien? Oui, oui, ils sont là. Une question piège. Oui, vas-y. Combien de cob on supposé payer pour lever de membre de la Fédération? Pas en question piège, en fait. Ah non, eh bien, nous pas fait plus que l'autre... nous connaît.
Non, en fait, si ça dépend de. Tout à l'heure, tu as dit que les regrouper associations. Donc, si c'est une association, et que ce soit association civile ou association professionnelle, un tarif. Le tarif est différent? Voilà, okay. En fonction de statut. Donc, mais en monde, comme moi-même l'aime adhérer, 30 € pour un individu, 50 € pour une société et pour une association et un peu plus pour une entreprise. OK. Donc, en fait, au niveau de la Fédé, vous ne regroupez pas uniquement que des associations. Non. Les personnes individuelles peuvent également intégrer la Fédé. C'est vrai qu'au tout départ, on pense que le projet de base là, c'était ça, mais après, bien entendu, un projet, il est là, on le pose et puis après, il évolue autrement. Oui, il grandit, bien sûr. C'est soit on revient, on dit non, c'est pas ce qu'on voulait, on repart, ou alors on laisse évoluer. Donc c'est vrai que je dis, mais nous gagnons droit, un nouveau bureau, gagne comme objectif pour nous peut-être recentrer sur ça, regarder qui j'en cas ou pas. Parce que pour le moment, c'est une discussion, il y aura des décisions à prendre collégialement. C'est ça que nous, tout à l'heure, poser une question sur qui ça nous parle mettre en place, parce que nous avons que visibilité est important. Donc, c'est aller déjà, et pour une baille visibilité, moi-même, en tout cas, en tant que présidente, moi, misé en pile sur nouveaux outils numériques, parce que la pandémie a obligé nous quelque part, recentrer sur eux, redécouvrir, etc. Donc, on peut vraiment développer cet Internet-là dans ce sens-là pour nous vraiment aller à la rencontre d'acteurs associatifs. Nous connaissons pile déjà, mais nous finalement, sommes un petit monde. Mais, je pense qu'il y a un pile bagaille que je ne connais pas, qui ça a été fait, etc. Donc, c'est vraiment Chita avec le fait de coupe et parler de structure, qui ça l'a réalisé, qui ça l'a fait sous terrain. Et à partir de là, et puis avec objectif, premièrement, visibilité, mais surtout, pour montrer aux gens qui sont impliqués, aux gens qui pensent que l'association c'est perte de temps, c'est l'argent qui baille pour rien, montrer que il y a des gens qui travaillent pour de vrai, il y a des gens qui réalisé quelques projets, que si c'est dans la ville ou côté soutien, ben ou ka un petit coup de main, ou ka soit intégrer l'association, soit supporter financièrement si ou pas gain temps. Mais en tout cas, l'objectif ça c'est vraiment visibilité, c'est impliquer mon et puis montrer que gain bagaille cap fait et puis surtout que nous besoin pour avancer. Très bien. Et dans le nom de la Fédé, il y a le mot Europe, Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Quels sont les rapports que la Fédé entretient avec les autres associations haïtiennes du continent? D'ailleurs, combien en avez-vous répertorié d'associations au niveau du continent européen? Pour être honnête, éventuellement, où est-ce qu'on les retrouve, dans quel pays? Je n'aurai pas de chiffres, mais c'est à venir. C'est un travail à faire. Mais par exemple, si nous regardons en un pays, Belgique a une communauté plus ou moins. Après la France, c'est Belgique qui a une communauté haïtienne assez forte. De toute façon, c'est sûr qu'en Europe, c'est en France qui gagne plus haïtiens. La communauté est beaucoup plus grande. Après, la Belgique, à partir de là, finalement, c'est... Il y a un peu, non, il y a assez petit. Par exemple, à Londres, nous avons réalisé dernier dîner des entrepreneurs là à Londres. Nous avons quelques contacts, mais la communauté n'a pas vraiment en pile. Mais là, nous avons contacts en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en Suisse également. Nous avons un administrateur fédéral qui résidait en Suisse. Donc, à partir de Monsayo, de quelques objectifs là maintenant, puisque c'est vrai 10 ans passés, nous fêtons 10 ans en novembre dernier là, mais travail là en pile, et puis il faut que nous gagnions ressources humaines, etc. Mais objectif là, nous pas jamais perdu de vue. Nous gagnons travail ça pour nous faire vraiment au niveau européen. Moi-même, moi le concert. Île-de-France, région de France, Europe. Enfin, reste de l'Europe. Pour nous vraiment aller et rencontrer les acteurs associatifs, qui ça y a fait, mettez-vous en réseau, parce que l'objectif là aussi c'est créer un vrai réseau solidaire, parce que je connais que dans quelques autres diasporas, organiser ces réseaux qui permettent que nous venions plus fort. Donc, objectif final là, pour moi, en tout cas, c'est non seulement rencontrer acteurs associatifs, mais mettez-vous en réseau. Parce que il y a plusieurs, ne serait-ce que... Et de toute façon, ça fait toujours plaisir de rencontrer d'autres Haïtiens
qui ont finalement la même passion, le même amour du pays, qui s'investissent, qui font des choses, eh bien on échange. L'échange d'expériences, la mutualisation des expériences du terrain surtout, c'est important. Donc et Sam Fekdiola, c'est vraiment objectif nouvelle équipe là, de permettre de faire que FEDEA Avignon espace de collaboration avec acteurs associatifs. Ça, nous pas prendre tout, bien entendu, Bien pas sûr. tout de suite, mais objectif là, petit, nous sommes responsables des relations internationales. Le vice-président, d'ailleurs, il a la double casquette. Donc, il devra se mettre au boulot pour aller à la rencontre, pour quitter la France et vraiment créer un vrai réseau. Monsieur le vice-président, vous avez entendu, il s'appelle comment déjà? Olivier Levelt. Olivier Levelt. Parce qu'en Amérique du Nord, il y a quand même, finalement, il n'y a pas avancé, il y a un avance sur nous. Quand tu dis Amérique du Nord, tu parles des États-Unis et du Canada. Des États-Unis et du Canada. Donc, vraiment, et l'objectif là, c'est vraiment suivre même trace ça, fait que communauté haïtienne d'Europe là, moins éparpillée, plus en contact, créer un réseau solidaire efficace. Toujours avec Haïti pour... Tu as intégré la FEDE en 2017. La FEDE existe depuis 2010, mais tu étais vraiment intégré dans tout ce que faisait la FEDE depuis 2017, ça c'est sûr. Donc tu sais à peu près tout. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans tout ce que la FEDE a déjà réalisé? Une fierté. Une fierté. Bon, finalement, ce sera sur les 3 dernières années, puisque... Pourquoi pas? Oui, Pourquoi pas? celle dont j'ai été témoin. Non, même si je remonte un peu plus loin, quand on regarde les archives, il y a eu quand même, pour les JO de Londres en 2012, il y a la délégation haïtienne, la FEDE a délégué quelques membres qui sont allés à leur rencontre pour les accueillir. Monsieur Roy, d'ailleurs, le skieur, qui est responsable de la commission sport. Voilà. Et dernièrement, plus récemment, les grenadières, lorsqu'elles étaient arrivées, elles étaient là en Bretagne, si je ne me trompe pas. On les a, pareil, il y a eu un petit contact d'encouragement finalement. Donc il y a ça, ces échanges-là font toujours plaisir. Mais si tu as cité 3 réalisations que je peux dire dont je suis fière pour la FEDE, c'est le dernier dîner de Londres, le dernier dîner des entrepreneurs en 2019. Oui, 2019, oui. Qu'on a réalisé à Londres. C'était vraiment une belle expérience et c'est à refaire. Et bien que on verra comment on va continuer cet événement, sous quelle forme, etc. Et puis on a aussi pendant la crise sanitaire là, on a fait des petites opérations solidaires. Moi, ce genre d'action, c'était pas grand-chose, bien entendu, mais en tout cas... C'est assez symbolique. C'est symbolique. Et la toute dernière première action de la nouvelle équipe, quand même, il faut que j'en parle, une conférence qu'on a organisée samedi dernier, là, et qui s'est très bien passée. Ça a fait émerger pas mal de questions intéressantes, de sujets intéressants, et qui nous encouragent à continuer. Et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Bien, on en parlera, c'est sûr, mais auparavant, j'ai envie de revenir sur cette crise, puisque tu viens d'en parler, la crise sanitaire. Comment la FEDE a-t-elle vécu et vit-elle encore cette crise sanitaire? Difficilement, comme nous tous. On a été très, très touchés, peinés de voir... au sein de la FEDE, on va dire qu'on a été épargnés. Nos membres, oui, ils ont été touchés, on va dire, indirectement avec des parents qui ont été touchés. Mais je sais qu'au sein de la communauté, il y a eu quand même pas mal de pertes humaines. C'est, déjà, à ce niveau-là, ça nous a touchés en plein cœur. Et donc, on a dû revoir nos habitudes de travail. Bien sûr. C'est pas une si mauvaise chose, finalement. On s'est plus ou moins adapté. Mais c'est vrai que ça devient long. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu.
comme pour nous tous. C'est un peu compliqué, mais on s'est adapté et on a même réalisé des choses qui peut-être ne nous seraient pas venues à l'idée si on n'avait pas été en confinement. C'est clair. En tout cas, je pense que la crise sanitaire avait pour objectif principal de tester notre capacité d'adaptation et je pense que nous avons réussi notre test. C'était le but, oui. on a réussi au lamé. Alors maintenant, c'est bon, on peut retrouver notre vie normale. On peut retrouver notre liberté. Notre liberté. Bien, on va marquer une nouvelle pause. Ensuite, on reviendra pour parler de cette lettre qui a été écrite par la Fédé dernièrement, cette lettre ouverte. On revient dans un instant. Je vous rappelle que vous êtes dans Transparence, cette émission thématique haïtienne sur H-Live, bien sûr, qui vous propose de discuter avec des gens formidables, des gens qui ont des choses à partager, des choses à dire, des choses à offrir à cette communauté. C'est ce que nous essayons de faire toutes les semaines. C'est ce que nous faisons depuis 38 semaines déjà. Nous sommes dans la 38e édition. On revient dans un instant. À tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes de retour avec Transparence pour continuer notre discussion avec Maudeline Michaud, la présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Avant de commencer à discuter de cette lettre ouverte, j'ai envie de comprendre comment la Fédé voit l'intégration des jeunes et des enfants, non seulement dans la communauté, mais dans la vie sociale en général, là où nous vivons. Est-ce que Timon nous yo parle créole? Est-ce qu'ils sont intéressés à la culture nous, même gens ou même l'autre puis jeune, puis petit, ou t'es intéressé à la culture haïtienne, à l'histoire haïtienne. Est-ce que vous sentez en Fédé, il y a un mouvement ça qu'a fait, il y a un intérêt ça côté jeune pour intégrer bagaille un peu plus souvent, un peu plus vite? Eh bien, c'est une très belle question, Pradel. C'est vrai que jeunesse là, bon, à venir bien entendu, mais il y a un bagage que je trouvais qui est important pour famille haïtienne yo fait. Dans toute famille, bien entendu, nous manger petits dirigeants de nous manger haïtiens. Mais là, bien gardé, moi-même déjà en tant que maman, je connais un adolescent en devenir. L'hypoco assez imprégné de culture là. Peut-être que nous pouvons jouer une bonne recette là, je ne connais, mais en tout cas, je trouvais que il y a trop familles qui, c'est vrai que situation un peu difficile, il y a un peu de monde qui quitte Haïti. Par nécessité, donc finalement un rapport que il gagne avec culture là, avec histoire, il est un peu pas forcément évident, donc transmission peut-être un peu bloquée, un peu difficile, mais il est très important que jeunesse haïtienne là, surtout si monde qui vive dans la diaspora, que yo son identité liée, nous pas capable dire identité non. Culture là, son identité, histoire là, quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui aujourd'hui Haïti qui s'allie, nous pas arrêter à dire Haïti t'es grand, Haïti t'es belle, mais justement c'est parce que nous connaissons ça le déjà cap dit cap Kimbeno pour nous dire ben demain le cas comme ça tout si nous fait le nécessaire. Donc il est très important que Timonio, que jeune Timonio, qu'on histoire et parents yo, histoire yo d'ailleurs, histoire yo c'est haïtien yo et tout, même yo gontique yo mélangé, mais faut que culture là survive, faut que nous transmettre, faut que Timonio connaisse tout ça l'ouverture, faut que connaisse Jean-Jacques Dessalines, faut que et grande dame qui participaient à l'indépendance. Mais est-ce qu'à l'intérieur de la Fédé, au niveau de toutes les associations qui font partie de la Fédé, est-ce qu'il y en a qui s'occupent justement de l'intégration des jeunes et des enfants? Ou bien nous pouvons jouer une association comme ça qui vient entrer dans la Fédé? C'est vrai que l'activité est souvent familiale, mais vraiment axée sous intégration jeunesse là. Je ne sais pas si je me trompe, même pas quoi. Je ne sais pas en tête là. Mais donc l'appel est lancé. Voilà, c'est mis sur la table. Et au contraire, non, nous donc conférence que nous avons fait samedi a soulevé pas mal de questions, notamment au rôle jeunesse là, place jeunesse là. Pour lui prendre flambeau, mais pour le cas prendre flambeau, il faut que balil correctement. Donc, travail ça, supposé fait pour jeunes haïtiens, toujours été fierté, il faut que nous pas perdu parce que le moment est difficile. Très bien. Et
hors antenne, on en a parlé. Il y a quelque chose que tu as omis de dire tout à l'heure, c'est cette fierté pour la réalisation des vœux, des derniers vœux de la Fédé. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, qu'est-ce qui te rend si fier de cette réalisation? Parmi ces réalisations dont je suis fière, oui. Déjà, les vœux, donc chaque début d'année, en janvier, on réalise une soirée de vœux, une cérémonie de vœux aux acteurs. Donc vraiment, c'est des vœux aux acteurs de notre communauté pour remercier de ce qu'ils ont fait l'année écoulée, de les encourager à continuer, etc. Et la toute dernière édition de ces vœux m'a marquée parce que les conditions étaient déjà difficiles, alors qu'on ne savait pas qu'il y avait le Covid derrière. Et donc, on s'est démené pour que ça arrive, puisqu'il y avait les grèves. Enfin, tout était fait pour que ça ne se fasse pas. Et ça, c'est quand même fait. On a eu la chance d'avoir avec nous Naomi Zhao, si je ne me trompe pas, qu'on me pardonne. La dernière Miss... Zhao. Zaoui. Miss Haïti de France. Miss Haïti de France. Zhao. Naomi Zhao. Naomi Zhao. Ouais. Donc, elle était avec nous. Justement, cette jeunesse, ça m'a fait penser à elle parce que justement, on est toujours, en tout cas, moi, je suis toujours contente de voir les jeunes parce qu'une jeune fille qui va participer à Miss Haïti, c'est parce que, elle est portée, son cœur est porté vers Haïti. Il y en a qui ont grandi ici, qui sont nés en France et qui vont se présenter. Et ça, c'est déjà c'est un plus, c'est quelque chose d'intéressant. Hein. Et donc, elles deviennent ambassadrices de la culture d'Haïti. Et ce qui est intéressant, c'est que même les anciennes également, les anciennes Miss ou bien des dauphines, par exemple, on sait que Naïka Busseret est passée ici dans cette émission. On en a d'autres. On a... Comment elle s'appelle, Chessine Guerrier qui est passée ici, on en a pas mal. Il y en a plein qui sont passés. Il y a Mademoiselle Chéri aussi qui est passée, et Christina Chéri qui est passée ici. Ce sont des anciennes candidates de Miss Haïti. Et c'est pour montrer qu'effectivement les jeunes s'intéressent à la culture haïtienne. À la culture haïtienne, tout à fait. Sauf qu'on aimerait que ça soit un petit peu plus poussé. Oui, voilà, tout à fait. Finalement, que la jeunesse s'approprie sa culture, c'est sa culture. Il faut que... Moi, il y a des enfants, des jeunes, on leur pardonne, mais c'est à nous de corriger ça parce que mon fils, il me dit parfois, « Maman, je vais parler de l'Haïti à l'école. » De l'Haïti. De l'Haïti. Donc, il faut qu'on fasse ce travail, il faut qu'on le fasse sérieusement. Parce que c'est vrai que moi, je me rends compte, finalement, on est en France, donc on parle beaucoup français. La langue. L'identité, le premier indice d'identité, c'est bien la langue. Donc, cultivons notre créole et donnons-leur envie de la maîtriser. Parce qu'en même temps, un enfant biculture, double culture, français et anglais, il ne perd pas son anglais. Hein. C'est clair. il l'a. Alors, il faut qu'il en soit de même pour notre langue maternelle. Très bien. Et... Vous avez dernièrement adressé une lettre ouverte aux dirigeants haïtiens, aux dirigeants, donc en général, quand on dit dirigeants, on dit politiciens, aux politiciens haïtiens, et aussi au ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Quelles étaient la teneur et le but de ce courrier? Alors, ce sont deux correspondances, enfin deux productions distinctes. Hein. Donc ce sont deux lettres alors, à teneur différente. Voilà. C'était pas le même contenu? Non, pas du tout. On parle d'abord des Haïtiens. Alors oui, en mars, à la mi-mars à peu près, puisqu'on assiste tous un peu désarmés, un peu, découragés parfois à ce qui se passe en Haïti depuis trop longtemps maintenant, mais ça fait 2 ans, je pense que les choses... vont de mal en pis. Et oui, de l'autre côté, on se sent presque coupable finalement de dormir tranquillement, de manger tranquillement. La vie continue pour nous. On est en sécurité. Notre avenir est quasi assuré. Et quand on pense, ne serait-ce qu'en passant un coup de fil à nos proches, déjà, il faut qu'on arrive à les joindre, déjà, il faut que ça passe. Quand on entend ceux qui vivent, ça déchire le cœur. Et donc, à un moment donné, on se dit, surtout en tant que membre, président de la Fédé ou même les membres, on s'est dit qu'il faut peut-être... C'est
on sait que derrière, il n'y aura peut-être pas les résultats escomptés, mais au moins, il faut qu'on s'exprime. En gros, qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous les avons appelés tout simplement à prendre leurs responsabilités, à écouter la population, la souffrance du peuple, à vraiment faire ce pourquoi, finalement, ils sont à la place qu'ils occupent. Alors, être au service du peuple, les mettre assurer leur sécurité et les protéger. Puisque là, on a l'impression que la population, sa vie est devenue un enfer et on ne voit pas du tout de signes de responsables qui se disent il faut qu'on fasse quelque chose. C'était vraiment la lettre ouverte aux responsables, aux dirigeants politiciens haïtiens. Est-ce que cette lettre a été adressée à quelques personnalités en particulier ou c'était juste au niveau de la presse? On n'a pas mis... Ah non, on l'a envoyé à la présidence, à la primature, à tous les responsables. Il y a eu une réponse? Ah ben non. Non, nous n'avons pas eu de réponse, mais nous avons quelque part fait notre devoir, pour moi. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'en attendions pas forcément, parce qu'on sait comment ça se passe, mais il était important. Alors ça, c'était au mois de mars? Ça, c'était au mois de mars. Et vous avez, au mois d'avril, écrit on a un Français cette fois-ci? Voilà, une démarche différente. Cette fois-ci, c'était avec d'autres responsables d'associations. On a voulu que ce soit une action quand même plus large et avec un groupe de responsables d'associations de la communauté haïtienne de France qui s'adresse aux autorités de notre pays d'accueil, puisque j'ai parlé de double culture tout à l'heure. Donc on est autant haïtien que français, et surtout tout le monde sait le lien qu'il y a entre la France, un lien douloureux parfois, mais il existe. Et puis surtout, quelque part, la France a toujours eu, on va dire, cette position paternaliste. À un moment donné, parfois, il faut bien... Il faut bien le reconnaître. Voilà, et puis surtout, lui rappeler ce lien qu'il a avec Haïti. On sait comment les représentations diplomatiques françaises, tout le monde assiste finalement à la déchéance, pour moi, quelque part de la nation haïtienne, sans rien dire. Alors que ce soit les Français, les Américains, ils ont joué un rôle finalement, ils le jouent encore. Est-ce qu'ils vont laisser les choses aller comme ça? La politique, moi je ne suis pas une fine politicienne, bien entendu, il y a plein de choses mais je sais comment ça se passe globalement. On sait que finalement le problème, le sujet haïtien est complexe. Justement, quand on parle de la France, si on doit considérer le rôle de la France et des États-Unis dans l'affaire haïtienne, c'est très compliqué et ça nous prendrait je ne sais combien d'heures pour en parler. Et donc le but de notre courrier à M. Le Drian, c'était dans ce sens-là pour lui dire ce n'est plus possible que la France reste dans cette position d'observateur passif finalement, à regarder les choses se faire comme ça sans rien faire, sans rien dire. Bien entendu, on sait, il y a le corps groupe, la France est dedans. Donc peut-être bien que la France... Mais peu importe. La France, c'est quand même la France. Mais ce n'est peut-être pas suffisant, le fait de faire partie du corps groupe, parce que justement, comme tu l'as dit, la France et les États-Unis ont un rôle prioritaire par rapport aux autres pays qui font partie du corps groupe. L'idée, c'était de leur dire... stop. Vous n'en faites pas assez. Maintenant, il faudrait vraiment prendre des résolutions, des décisions qui vont permettre à la population de souffler. Elle n'en peut plus. J'imagine qu'il y a une réponse cette fois-ci. Nous attendons encore. Et pour pousser la chose, nous avons sorti un communiqué après ce courrier pour informer la presse, l'opinion publique de notre démarche. Bien entendu, M. Le Drian, on lui a même fait comprendre qu'on était même prêt à le rencontrer, à lui expliquer vraiment la situation, si toutefois il n'en était pas tout à fait conscient. Et pourquoi pas lui apporter des solutions, parce que la diaspora, finalement, là, à un moment donné, il faudrait qu'on ait des solutions aussi. Bien entendu, nous ne sommes pas politiciens, nous n'avons pas finalement, si on ne s'implique pas en tant que politicien, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais au moins qu'on nous dise, ben oui, vous exprimez, vous dites que ça ne va pas, que proposez-vous? Donc avec le groupe de ces responsables d'associations, on a mené cette première action et on aimerait vraiment que
à l'avenir, on continue, on s'est dit, on va réfléchir à la suite de cette action, qu'on puisse mener vraiment, porter la cause d'Haïti plus loin et vraiment bouger, commencer à avoir des actions communes qui ont un impact. Alors, il y a des politiciens haïtiens qui voyagent de temps en temps, qui vont dans la diaspora, qui vont dans différentes communautés haïtiennes, dans différents pays. Je sais que Jerry Tardieu est venu ici en France et il porte l'affaire de la diaspora, entre guillemets. Il se dit l'homme de la diaspora. Et qu'est-ce que la Fédé pense? Bon, vous avez travaillé avec lui, je pense que vous avez peut-être une affinité particulière avec lui par rapport aux autres. Mais qu'est-ce que vous pensez en général, vous de la Fédé, des politiciens haïtiens qui viennent souvent quémander dans la diaspora, ensuite ils repartent, ils vous oublient? On va dire que c'est leur droit quand ils sont. C'est leur droit de nous oublier en campagne, non, pas de nous oublier, d'avoir cette approche, mais c'est à nous d'être vigilants. Et bien entendu, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière, de belles paroles. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait vraiment des actes derrière. Il faut qu'il y ait quelques actions quand même. Quelques actions derrière ces promesses, derrière ces paroles. Après, je ne parle pas pour toute la communauté, mais si moi je devais me positionner quelque part, à moins que vraiment, là encore, je ne sais pas faire de politique politicienne, je n'ai pas d'affinité particulière pour X parti politique. Donc il faut écouter ce que la personne a à dire. Et puis surtout il est temps que la diaspora arrête de se faire avoir quelque part, puisque on va sûrement y venir. Finalement, on a eu une preuve, là, on a quelque chose qui est assez chaud sur le feu. Comme exemple, à un moment donné, il faudra qu'il y ait des actions, qu'il y ait des choses derrière ces belles paroles. Et si M. Tardieu est venu, il nous a parlé, je prends l'exemple puisque tu l'as cité, et que finalement on voit qu'il n'y a rien derrière, il faudra à un moment donné qu'on adopte une autre stratégie, finalement qu'on se positionne autrement. Alors, sachant que toute négociation est une affaire de force, quel rôle entend jouer la Fédé dans la résolution de la crise sociopolitique haïtienne? En d'autres termes, la Fédé a-t-elle suffisamment de poids pour peser dans la balance lors des négociations entre les différentes entités nationales et la diaspora? Waouh, quelle charge tu donnes à la Fédé? Nous sommes une fédération, c'est vrai, mais nous restons quand même du côté de la société civile. On a donné quelques exemples de ce que la Fédé entreprend comme démarche, en tout cas, dans l'objectif, de peser. Et ce sera de toute façon une action collective. C'est pour ça qu'on tient vraiment à travailler avec un maximum Là, le petit groupe qui a écrit à M. Le Drian, c'était... Déjà, il fallait trouver les gens disponibles, disposés, etc. Mais l'idée, c'est vraiment d'avancer ensemble, de faire un groupe, vraiment. Parce que nous sommes nombreux. Si nous nous mettons ensemble, on pourra effectivement avoir un impact. Et pour ça, il faut s'asseoir, il faut discuter, il faut envisager les choses. On ne peut pas prétendre, en tant que fédération de la diaspora, on reste quand même finalement réaliste. On ne peut pas prétendre avoir de solution. Mais on peut continuer à faire notre devoir de mobiliser, d'alerter, d'interpeller les personnes qui ont la charge de cette responsabilité d'apporter des solutions. Nous, on est force de proposition s'il le faut. Ça, il n'y aura pas d'ambiguïté là-dessus. Après, encore une fois, ce sont des étapes et ce sont des champs d'action. Là où notre champ d'action s'arrête, il faudrait qu'il y ait en face, effectivement, tu as parlé de négociations, de discussions. En face, il faut qu'on ait des personnes qui sont prêtes, disposées, volontaires pour agir et pour changer les choses. Mais être force de proposition, mobiliser, rassembler, on est prêt à le faire. Mais la Fédé pense-t-elle objectivement que la diaspora peut réellement avoir un mot à dire dans la politique haïtienne? Objectivement. Nous sommes des Haïtiens. Après, ça dépendra de la volonté, encore une fois. La volonté de qui? Des décideurs. Des décideurs. Parce que, je le répète encore, nous, Haïtiens vivant à l'étranger, nous restons Haïtiens. Ben, nous restons des gens de l'extérieur.
Oui, des gens de l'extérieur, justement, cette division-là, on en parlera tout à l'heure. On peut pas, donc dans ces cas-là, pourquoi finalement une espèce de complaisance, on va dire, on accepte bien que la diaspora porte l'économie haïtienne. Oui, cela s'appelle un intérêt. Mais de l'autre côté, quand ça arrange ces personnes, on est de l'extérieur. Ça s'appelle le rapport de force. Les expatriés français, est-ce qu'ils sont de l'extérieur? Ils parlent d'une même voix. Tandis que nous, en tant que diaspora, nous ne parlons pas d'une même voix. Quand on dit diaspora haïtienne, on pense aux Haïtiens qui vivent en Amérique du Nord, déjà. Quand on commence à parler des gens qui vivent en Europe, on pense à ceux de la France, mais tu as 200 associations, 200 personnes, des présidents ou des vice-présidents ou des secrétaires, qui veulent être le ou la représentante de la communauté. C'est une réalité. À partir de là, tu as un problème. C'est une réalité et donc c'est quelque part, encore une fois, en étant sans être présomptueux, ça doit être le travail que la Fédé... C'est à la mission qu'elle s'est donnée cette grande tâche. Parce qu'effectivement, en étant éparpillés, on ne nous voit pas. On ne représente rien. On ne représente rien. Mais pour revenir à ta question, évidemment que les Haïtiens vivant à l'étranger ont leur mot à dire. Ils devraient avoir leur mot à dire parce que ce sont des citoyens haïtiens aussi. Mm-hmm. Donc là, ça me fait penser à l'avant-projet de la Constitution. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais donc il y a eu de belles promesses en tout cas pour la diaspora. Enfin, il y a quelques petites choses pour la diaspora, mais il manque énormément de choses aussi. Hein. Il manque énormément de choses et puis bon, on ne peut pas considérer que cette petite partie qui concerne la diaspora et puis dire c'est bon, nous on nous a promis ça donc c'est bon, on prend et puis même s'il y a plein d'autres choses qui vont pas, on fait comme si on ne voit pas. Donc il y a des choses à revoir. Mais en fait, il est temps que les Haïtiens vivant à l'étranger soient considérés comme des citoyens qui sont. Oui, il est temps aussi que ces gens-là prennent leurs responsabilités, s'unissent pour parler d'une seule voix. Je suis tout à fait d'accord. Ce travail est à faire, il est nécessaire, mais bien entendu, ça suppose qu'on mette sa petite personne de côté. C'est clair. C'est tout le défi. Quand on pense que même au niveau des petites associations, il y a des guerres pour qui sera président. Et pourtant, c'est une responsabilité. Et quand il y a des regroupements d'associations, là encore, il y a une bagarre. Quelle association qui assurera la présidence, etc. Et à partir de là, on commence à se tirer des balles dans les pieds. C'est dommage. Oui, tout à fait. Tout devient impossible, en fait. Oui. Dernière question pour clore ce chapitre de l'émission. Ensuite, on passera du côté marrant de la chose. Une question simple. Si la Fédé devait pousser un cri ou lancer une alerte, avec quel mot ou comment le ferait-elle? Alors, pour moi, ce serait deux cris, puisque en se mettant purement du côté de la population, encore une fois, ce serait de dire, crier haut et fort, nous n'en pouvons plus. Mais tu sais que tout le monde se met du côté de la population, même ceux qui méprisent, qui maltraitent, qui exploitent cette population, ils se mettent du côté de la population quand ils parlent. Oui, tu as bien dit exploiter. Donc là, c'est avec finalement une intention limite malsaine. Mais vraiment en tant que cousine, que nièce, etc., de personnes qui vivent tous les jours ce cauchemar qu'on voit dans la presse, qu'on entend, qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment de dire, nous n'en pouvons plus. Ça suffit. Ça suffit et en tant que membre de la communauté d'Haïtiens vivant à l'étranger, ce serait de dire, nous ne sommes pas qu'une vache à lait. Et pourtant, on nous prend comme tel. Nous ne sommes pas que ça. Deuxième cri, tu as dit que tu avais deux cris. Le premier, c'est
c'est vraiment avec la population. Ce serait crier avec la population. Ok. Très bien. Stop. Nous allons marquer une pause. On revient avec Transquiz. Est-ce que tu es prête pour Transquiz? Ah ben. Transquiz, oui. C'est trois petites questions simples. Oui, elles sont toujours simples, les questions. Elles sont toujours simples, c'est vrai. Elles sont toujours simples. Oui. Et quand on commence à y répondre, on voit effectivement elles étaient simples. Nous marquons cette pause, on revient juste après pour la suite. La suite va être le côté marrant de l'émission. À bientôt, à tout de suite, quelques secondes. Allez, ne bougez pas. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Transparence se poursuit avec Maudeline Michaud, la présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe, la FEDE. On a parlé de beaucoup de choses. Je pense que vous avez appris énormément de choses. Si vous ne connaissiez pas la FEDE, maintenant vous la connaissez par cœur. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut joindre la FEDE? Est-ce que tu peux nous donner ce numéro? S'il y a des gens qui, éventuellement, si c'est dans ton téléphone, tu cherches. Hein? Oui, et s'il y a des gens qui aimeraient éventuellement contacter la FEDE par téléphone pour intégrer la FEDE ou pour partager une information, et pourquoi pas, eh bien, n'hésite pas à nous donner ce numéro. Donc la présidente est en train de récupérer le numéro dans son répertoire téléphonique. On a le site internet. Le site qui est fede.org. Fede.org, tout simplement. FEDHE.org. Oui. Très bien. On a notre page Facebook également. Qui est fede.org aussi? Non. Fede? Tout simplement. FEDHE. Oui. Et le numéro de téléphone, est-ce que tu l'as trouvé? Le numéro de téléphone pour nous joindre, alors c'est le 06 95 16 03 79 plus 33 bien sûr si on appelle. Si quelqu'un appelle de l'étranger, vous faites plus 33 6 95 16 03 79. Si vous êtes en France ou dans les Antilles, vous nous appelez directement, enfin vous appelez la FEDE directement au 06 si tu veux 95 16. Non merci parce que j'en ai déjà beaucoup à faire. Et avec les autres associations auxquelles je suis impliqué. Donc 06 95 16 03 79. Je vous le redonne. Vous prenez un stylo. Allez, prenez un stylo. Il faut absolument que vous arriviez à joindre la FEDE. C'est la messagerie. Nous l'écoutons. Vous laissez un message avec votre numéro de téléphone et c'est sûr qu'ils vont vous rappeler. Je vous le redonne. Ça y est, vous avez le stylo. Ou bien prenez votre téléphone, mettez-le directement. Comme ça, vous avez FEDE dans votre répertoire. Allez. FEDE 06 95 16 03 79. C'est pas un téléphone, présidente, là? Ah non, c'est le téléphone, okay. C'est le secrétariat. Parce qu'il y a un paquet de mecs qui t'a pas intégré la FEDE là, d'un seul coup, comme par hasard. C'est le secrétariat de la FEDE. C'est le secrétariat de la FEDE. La FEDE a une adresse Oui, nous sommes... Pour nous écrire, 55 avenue Marceau. Ah oui, dans le 16e carrément. Oui, dans le 16e et donc c'est CEDEX, c'est CEDEX 16 en fait. Parce que c'est 75 016, oui, et puis voilà. CEDEX 16. Oui. Très bien, donc 55 avenue Marceau, Paris 16e, la FEDE, ou bien fede.org, ou bien 06 95 16 03 79. Tout de suite. Merci Pradel. Je t'en prie, c'était gratuit pour cette fois. Transquiz, c'est tout de suite. Est-ce que tu es prête? Eh bien, allons-y. Parfait. Première question. Première question. 3 questions. Tu n'as pas droit au joker. Tu ne peux pas appeler... non, tu peux appeler personne. Bon. Tu peux dire je ne sais pas. Tu as quand même cette possibilité. D'accord. Sachant qu'en Haïti, de très nombreux enfants se retrouvent seuls dans les rues pour essayer de survivre. Quelle est, selon l'OMS, la tranche d'âge dans laquelle une personne est considérée comme un adolescent ou une adolescente? L'adolescence pour l'OMS, pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est de quel âge à quel âge?
Sachant que nous n'avons pas quelques petits monde dans la rue en Haïti. Des fois, nous pas contre l'âge, des fois, nous pensons qu'ils ont pitié en pile, des fois, ils n'ont pas même adolescents, même, ils sont dans la rue, etc. Bon, on t'a dit. Entre quel âge et quel âge? Bon, parce qu'il y a préadolescence, donc on dit adolescence. Ah, je ne parle pas de pré, là, il n'y a rien qui se passe dans le pré, là, c'est adolescence directe. 12-18 ans. 12-18, tu es dans la fourchette, mais la fourchette est beaucoup plus, enfin, est assez large. L'OMS a choisi entre... 25 à la donne quand même. Non, 25 ans, non, quand même pas. Ah, c'est un Tanguy, là. L'OMS a choisi entre 10 ans et 19 ans, une personne est considérée adolescente. 10 ans, c'est tôt quand même. Ça veut dire un petit enfant de 10 ans, c'est un adolescent. Eh bien oui, parce qu'il y en a qui sont précoces. Hein. Oui, mais bon, 10 ans. Bon, d'accord. Ben, vous saurez, messieurs, dames, que votre enfant de 10 ans... Mais ton adulte de 19 ans est aussi considéré comme un adolescent. Adulte. Bon, on va dire jeune adulte. C'est vrai qu'on les appelle jeunes adultes jusqu'à je ne sais quel âge. Voilà. Donc oui, un jeune adulte, et puis souvent, la plupart ne s'assument pas encore. Donc tant qu'on les nourrit et qu'on les loge, qu'on les blanchit, effectivement... Dans ce cas, il y en a qui vont jusqu'à 40 ans. Non, à un moment donné, il faut... En tout cas, selon l'OMS, on considère la période de croissance et de développement humain qui se situe entre l'enfance et l'âge adulte, entre les âges de 10 et 19 ans. Eh bien, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Deuxième question. Là, c'est 0 sur 1 pour l'instant. Deuxième question. Oui. On va voir si tu vas avoir la moyenne. Il y a quoi à gagner si je réponds aux deux prochaines questions bien? Eh bien, déjà, tu dois rembourser la première question que tu n'as pas réussi. Déjà. Que se passa-t-il, c'est la deuxième question, que se passa-t-il en Haïti le 9 mai 1801? Le 9 mai. Que se passa-t-il le 9 mai 1801 en Haïti? Bon, j'avais pas forcément la date, mais je sais que ça tombe très bien parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de la conférence que nous avons organisée samedi dernier. D'ailleurs, l'intitulé, c'était Haïti pour le renouveau de la première République noire. Donc, République noire, un petit clin d'œil à notre héros universel, Toussaint Louverture, puisque nous sommes encore en avril, nous avons tenu à lui rendre cet hommage mérité. Mais c'était aussi l'occasion pour nous d'aller sur d'autres sujets, notamment la situation et puis des pistes de solutions pour envisager l'avenir. Vous pourrez découvrir d'ailleurs la vidéo de cette conférence qui est en préparation sur notre page Facebook en passant. Là, c'était une petite promo à côté. Maintenant, que se passe-t-il le 9 mai 1801 en Haïti, justement? On a un de nos intervenants, merci Monsieur Gousse, qui nous a parlé de Monsieur Gousse qui vit en Grande-Bretagne. Monsieur Mario Gousse, oui, qui est en Grande-Bretagne, puisqu'on a voulu faire quelque chose d'assez large. Et il nous a montré, on a parlé de Toussaint Louverture, bien entendu, en première partie de cette conférence. Et donc, pour montrer à quel point ce grand personnage était non seulement visionnaire, mais surtout, on peut dire, finalement, téméraire, c'était la première constitution en 1801. Avant même l'indépendance. Avant même l'indépendance, c'était un acte finalement de provocation qui a valu au général Toussaint la fin qu'on lui connaît, puisque lorsqu'il a non seulement proclamé, il s'est dit que à la faveur de la Révolution française, justement, c'est arrivé jusqu'à ses oreilles de personnes qui savaient lire et écrire, et il a dit, il n'y a pas de raison, nous aussi nous sommes des humains, nous ne pouvons pas rester en esclavage sur les terres, sachant que dans la tête de Toussaint Louverture, Saint-Domingue, en tout cas qui allait devenir la partie française de Saint-Domingue, était un territoire français. Donc il n'y a aucun Français qui devrait être esclave. Tous les Français devraient être libres. Et à partir de ce raisonnement, le général Toussaint Louverture a proclamé que les Haïtiens, les habitants de ce bout d'île qui était français pour lui, française, étaient libres. Donc d'où la Constitution. Et il a envoyé ça à Monsieur Napoléon, qui n'a pas beaucoup aimé, qui n'a pas du tout apprécié. Et nous connaissons la suite. Et ceux qui ne connaissent pas la suite, je vous invite à aller faire des recherches
Très bien, donc une réponse assez complète de la part de notre invité. Effectivement, que se passe-t-il le 9 mai 1801 en Haïti? Eh bien, la réponse, tout simplement, Toussaint reçoit du groupe d'hommes chargés de rédiger la première constitution de l'île d'Haïti une première copie qui fait de lui un gouverneur à vie avec le droit de nommer son successeur. La version définitive sera promulguée le 8 juillet 1801. Il faut savoir que 6 semaines plus tôt, c'est-à-dire le 22 mars 1801, Toussaint rassembla 4 hommes de la partie occidentale de l'île, 4 hommes de la partie orientale de l'île. Je vous donne les noms rapidement. Du côté de la partie occidentale, c'est-à-dire de la partie Haïti actuelle, il y avait Borgela, Lacour, Viard et Raymond. Toutes classes, enfin... Toutes classes confondues. Toutes classes confondues. Mais des gens qui savaient, qui avaient un bagage intellectuel. Et les 4 du côté oriental, c'est-à-dire du côté Saint-Domingue d'aujourd'hui, Woxas, Munoz, Monseibo et Morias. Donc, ils ont constitué la constituante, ils ont créé la constituante devant rédiger la première constitution de l'île d'Haïti. Donc, cette première copie de cette constitution a été envoyée à Toussaint le 9 mai 1801 et promulguée à Toussaint, oui, et promulguée définitivement le 8 juillet 1801. Voilà, très bonne réponse. Ouais. 1 sur 2, donc la moyenne à 50%. Comment qu'on finit? Là, tout va se jouer à la 3e question. Est-ce que tu es vraiment prête pour la 3e question? Jouons. Parfait. 3e question. Selon des informations émanant en 2015 du site populationdata.net, en un mot, donc. D'accord. Les villes suivantes, d'Haïti bien sûr, avaient une population se situant entre 150 000 et 200 000. Je vais te donner le nom d'une ville. Tu me dis vrai, cette ville avait en 2015 une population entre 150 000 et 200 000, ou bien faux. Tout simplement. Oula, d'accord. Ta réponse est vraie ou faux? La fourchette, c'est 150 000 à 200 000. D'accord. Ouh là là. On va essayer. Les gens qui nous regardent peuvent aller sur populationdata.net. Population data en un mot. Oui, vous avez le droit de... Oui, vous avez le droit de regarder, de prendre votre téléphone. Mais pendant ce temps, vous regardez Maudelyne comment elle va répondre quand même, parce que je vais lui donner différentes villes. Je vous rappelle qu'elle est originaire du sud d'Haïti, d'Aquin. Je ne sais pas si Aquin est dans la liste. Hein? Première ville, Port-au-Prince, la capitale. Entre 150 000 et 200 000. Vrai ou faux? Je pense qu'il doit y avoir plus. Je ne connais pas le chiffre exact, mais je pense que ça fait partie des villes les plus peuplées. Tout à fait. Port-au-Prince avait une population de 3 744 000 habitants en 2015. Autant de monde dans un petit espace. Puisque je t'ai donné la première ville du pays, la deuxième ville du pays, Cap-Haïtien, entre 150 000 et 200 000. Vrai ou faux? C'est peu, 150 000. Donc, je pense pas. Je pense que le Cap doit avoir plus. Faux. Mais si c'est plus, c'est vrai. Si c'est plus que 150 000... Ah, c'est entre 150 000 et 200 000. Ah oui, entre 150 000 et 200 000. Merci. Donc, si c'est plus que 200 000, c'est faux. C'est faux. Si c'est moins que 150 000, c'est faux. Deuxième ville du pays. Donc, c'est pas dans cette fourchette. Oui, c'est plus. Cap-Haïtien avait une population de 454 000 habitants en 2015. Sachant que depuis, ça a augmenté. Ah oui, 2015, hein, oui. Ça a augmenté. 6 ans plus tard, oui, effectivement. Allez, quelle ville je pourrais te donner? J'en ai 3 ou 4 encore. Allez, Jérémy. Jérémy qui est la 5e ville du pays, je crois. Oui, donc là, on commence à... Oui, je pense que Jérémy doit être dans la fourchette. Vrai? Jérémy, entre 150 et 200 000. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Jérémy n'avait que 134 000 personnes. Bon, là, 134 000 habitants. Mais 100... Entre 150 et 200 000. Ah, c'est 150, le plus peu, d'accord. Eh bien oui. Ah oui, 134, bon, il faut que j'aille revoir. C'est quoi le site? Populationdata.net. J'irai faire un petit tour sur Population Allez, ta ville, Aquin. Entre 150 et 200 000 en 2015. Oui, je pense que Aquin doit être dedans. Non, Aquin n'est pas dedans. C'est pas vrai. Aquin n'avait que 104 000 personnes, bon, 104 000 habitants en 2015. Peut-être qu'ils sont dans les 150 000 maintenant, mais c'est même pas sûr. 0 plus 0, la tête à Toto. Mais non, j'en ai encore 2 ou 3 pour toi. Allez, je vais t'en donner 3 ou 4 encore pour être sûr. Allez, go naïve.
Eh bien, j'espère que c'est pour me faire dire vrai, pour gagner. C'est faux point. Parce que c'est beaucoup plus. C'est 356 000. Bon, 356 on va 000. couper cette séquence, hein? Tu arrêtes? Les Cailles, troisième ville du pays. Ben, ça doit être vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Les Cailles avaient 151 692 habitants. Non, les Cailles avaient 151 696 habitants. 151 696 habitants en 2015. D'accord. Ben, j'irai faire un petit tour sur ce site. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à Port-au-Prince quand même. Il y a beaucoup de gens à Port-au-Prince. Jacmel n'avait que 187 253. Donc là, ça serait vrai pour Jacmel. D'accord. Et pour terminer, la ville de Port-de-Paix, bien sûr, là où il y a eu le carnaval, c'est légèrement plus que 200 000. Il y avait 203 975 habitants en 2015. Tout ça pour faire savoir aux gens que Port-au-Prince est surpeuplé. Ah oui, l'écart est vraiment énorme. Parce que là, c'est au quintuple, là. 3 744 000 pour Port-au-Prince. Et il y a plus d'espace dans ces villes où il y a... Bon, en même temps, c'est aussi toutes les capitales, finalement, c'est souvent ce schéma-là, mais peut-être... mais là, oui. Il y a un peu d'exagération, là. Il faut savoir qu'il y avait une population d'environ 11 millions d'habitants quand même. Un peu plus de 11 millions d'habitants en 2015. Ça fait beaucoup pour un petit pays. On se marche dessus, donc... Oui, ça reste une île. C'est une grande île, Haïti. Tout à fait. Mais c'est une île quand même. C'est une île quand même, oui. C'est une presqu'île, Haïti. Presqu'île. Oui. Parce que l'autre côté, oui, en fait, on a une frontière terrestre. Il faut que j'aille revoir. Il faut que j'aille refaire ma géographie. Une île, c'est une terre entourée d'eau de tous les côtés. Une presqu'île, c'est une terre entourée d'eau de presque tous les côtés. D'accord, oui. C'est pour ça que ça s'appelle presqu'île. C'est presque une île. J'ai bien fait de venir, moi. On va terminer, on ne va pas faire de pause, on va terminer tout de suite avec les actualités. Les actualités, c'est très simple. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans l'actualité en ce moment? Il y a plein de choses, c'est toujours le kidnapping, c'est toujours l'insécurité. Mais moi, je t'avoue, Pradel, que j'ai souvent le cœur serré, j'ai envie de pleurer. C'est parce qu'en ce moment, la cible, il y a une nouvelle, finalement. Le kidnapping, j'ai l'impression que ce sont les jeunes femmes qui sont ciblées ces derniers temps. Et encore une raison de plus pour dire que ça suffit, que ce n'est plus possible. Enfin, je ne comprends pas comment on peut avoir cette déferlante de violence envers ses semblables, envers ses compatriotes. Il n'y a plus de vie, malheureusement. Il n'y a plus de vie. Je ne comprends pas. Et donc, l'actualité, oui, c'est ça, ce sont les kidnappings. C'est l'insécurité généralisée. Généralisée, ouais. Tout le monde est touché. Bon, il y a les 2 Français dernièrement qui ont été pris aussi. Enfin, tout le monde est touché. Et donc, oui, en fait, finalement... enlèvement en plein service religieux, on va enlever des gens. Les bandits, les ravisseurs ne se cachent même pas. Et c'est ce qui me... C'est ça qui est gênant. Je suis sidérée. Alors, 2 petites questions dans cette partie actualité haïtienne pour clore cette émission. Quelle est ta position par rapport au traitement général au quotidien de l'actualité haïtienne? En général, bon, tu l'as dit, ta position, tu es sidéré, tu n'es pas contente, tu es fâché, mais est-ce que c'est la position de la Fédé? Qu'est-ce que vous entendez faire? Est-ce que écrire un courrier suffit? Ou bien il y a autre chose à faire? Est-ce qu'il y a des sensibilisations à faire au niveau de Oui, nous sommes, comme je l'ai communauté? dit, le groupe de responsables d'associations avec lesquels nous avons envoyé cette correspondance à M. Le Drian. Nous avons vraiment l'intention de réfléchir très sérieusement à comment on pourrait poursuivre cette action, comment on pourrait aller plus loin, parce qu'il faut que les choses bougent, ce n'est vraiment plus tolérable. Je n'ai pas de mots, et je me demande à quel point parce que oui, bon, comme dans toutes les presses, bien entendu, il y a le côté partisan, bien sûr. La limite normalement, ça devrait être objectif, mais... Bon, oui, il y a toujours un petit côté malsain, un côté des jeux d'intérêt. Voilà, le constat est vraiment pas bon du tout pour moi, en tout cas. Que penses-tu de la manière dont les acteurs politiques haïtiens, gouvernement et opposition, communiquent concernant la situation du pays, que ce soit au niveau local ou au niveau international? Que penses-tu de la communication de nos dirigeants?
Eh bien, je n'aime pas faire de critiques de critiques gratuites, hein, mais moi je me demande souvent quels sont les professionnels qui sont derrière. Parce que moi, il y a quelque chose que j'ai constaté. Par exemple, lorsqu'on a un attentat, bon, c'est pas tout à fait comparable, puisque finalement, en Haïti, ce qui se passe, c'est au-delà d'un attentat, d'un peuple visé. La France fait corps lorsqu'il y a quelque chose qui touche une partie de ses compatriotes. Mais en tant que responsable, justement, que ce soit François Hollande en 2015, Emmanuel Macron dernièrement, on sent qu'il y a quand même une certaine empathie. C'est le premier des Français, si on peut dire ça comme ça, qui s'adresse. Le premier citoyen du pays qui s'adresse, mais qui finalement vient faire corps avec les autres. Et moi, je ne sens pas ça. Avec nous qui voyons ça finalement de l'extérieur, on est atterrés, on meurt à chaque fois. Finalement, moi, c'est ce que je ressens. Je ne le vis pas, bien entendu. On ne peut même pas imaginer la souffrance de ces familles. Et encore moins ce que endurent les victimes, mais on est touché, ça nous déchire et on se demande comment des personnes qui ont quand même la responsabilité de la sécurité de ces personnes peuvent envoyer cette image d'indifférence. Et moi, la communication, je n'ai jamais vu justement dans cette communication quelque chose je ne sens pas d'empathie, je ne sens pas de responsabilité. Il n'y a aucune sensibilité chez eux. Et surtout, en dehors de la sensibilité qu'il n'y a pas, ce ne serait pas si grave. Mais en tant que responsable, je ne vois pas cette responsabilité transparaître. Je ne vois pas un discours rassurant qui dit à la population « Nous avons entendu vos cris, nous savons que vous souffrez. Nous allons y mettre fin. Nous allons mettre tous les moyens en place pour que ça cesse. » Est-ce qu'ils le peuvent ? Parce qu'il y a plein de choses qui se disent. Mais il faut essayer, il faut tenter, il faut commencer à faire quelques actions. Qui se font. Finalement, on a l'impression. Je n'ai pas encore entendu le mot mafia pour ce qui se passe en Haïti. C'est pas tout à fait ça une mafia, mais ça y ressemble quelque part. Oui, les bandits sont dans les radios, dans les médias, on les voit. Ils donnent des conférences de presse. Ils ont kidnappé tout le pays, y compris les dirigeants, j'ai l'impression, puisque ceux-là ne disent rien, qu'ils puissent rassurer les gens et qu'on ait l'impression qu'à un moment donné, quand même, ils sont en train de travailler pour que cette situation prenne fin. Et moi, ça m'attriste profondément. Et oui, c'est malheureux. Le thème de notre émission de ce soir, c'était « La Fédé peut-elle aider à mettre fin à la souffrance de la diaspora haïtienne face à l'interminable crise sociopolitique et économique en Haïti ?» À ton avis, est-ce qu'on a répondu à cette question? Est-ce que tu as répondu à cette question globalement? Oui, on va dire, oui, j'ai dit ce qu'on peut faire, parce que bien entendu, il faut être réaliste. Nous allons agir à notre niveau, mais bien entendu, comme on l'a dit et répété, il faut vraiment qu'on fasse corps, qu'on se regroupe, qu'on parle d'une même voix. C'était justement l'intention de la lettre à M. Le Drian. On n'a pas voulu, parce que la Fédé, on aurait pu tout simplement écrire la Fédé qui écrit, mais on ne voulait pas cette démarche-là. On voulait, parce que M. Le Drian, parce que quand on a contacté les responsables d'associations, on s'est rendu compte qu'il y en avait au moins un ou deux qui avaient déjà écrit à M. Le Drian. Donc on s'est dit, on a bien fait d'avoir une autre approche, parce que finalement, il va recevoir 10, 15, 20 courriers d'acteurs de la communauté. Donc finalement, il faut des petites actions individuelles, individualistes. Voilà, immanquablement, il va avoir cette impression de communauté éclatée. Donc, et voilà, donc en fait, c'est vraiment, il faut qu'on mette... Moi, en tant que présidente de la Fédé, je le dis très sincèrement, je ne me suis pas lancée dans cette aventure parce que je veux mettre Maudeline Michaud en avant. Je suis venue ici, bien entendu, mais pour parler de ce qu'on fait, de ce qu'on a envie de faire ensemble. Et il faut qu'on mette nos petites personnes de côté, tout simplement, qu'on pense Haïti, qu'on pense nation, qu'on pense avenir, qu'on pense pays, comme certains le disent. C'est nécessaire. Et puis surtout, si on veut que, comme Pradel l'a dit, que quand on dit diaspora haïtienne d'Europe, on ait la même image que la diaspora haïtienne d'Amérique du Nord, eh bien, il faut qu'on y travaille, il faut qu'on arrête de faire des petites choses de notre côté en voulant mettre notre petite personne en avant.
Très bien, merci beaucoup Maudeline d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin en général, en bonne haïtienne que tu es, je sais que tu dois dire présenter des remerciements à des gens qui font partie de ton association, tes proches, etc. Allez, c'est ton heure. Oui, je l'ai fait tout à l'heure. Moment. Déjà, merci beaucoup, Je t'en prie. Pradel la transparence à H-Live de m'avoir permis de m'exprimer. Et oui, ben, j'adresse un bonjour à tous ceux qui me reconnaîtront. Là, ça fait trop. Ça fait cliché. Je suis un pro champion. Mais oui, je salue la communauté. La Fédé s'est donné une grande mission sans vouloir être encore une fois présomptueux. C'est parce que nous sommes un groupe de femmes et d'hommes qui avons envie de cette volonté de nous impliquer. Peut-être qu'on ne le fait pas toujours bien. Quand on a encore beaucoup de travail à faire, nous sommes prêts à le faire en nous mettant ensemble. C'est important que nous nous rassemblions. Et donc, je salue tous les membres de la Fédé. Déjà, je vous dis bonjour. Mon bureau, les membres du bureau qui sont avec moi dans cette grande mission qu'on s'est donnée. Et donc, il faut qu'on reste solidaires, qu'on le devienne encore plus. C'est vraiment important que notre communauté se rassemble et devienne plus forte. Merci beaucoup. Donc, Maudeline Michaud, présidente de la Fédération de la diaspora haïtienne d'Europe. Je vous rappelle les informations concernant la Fédé. Si vous voulez vérifier ce que fait cette association, cette fédération, vous allez sur fede.org, fedhe.org. Vous pouvez leur écrire également à Fédé, 55 avenue Marceau, Paris 16e, CEDEX 16. 75 016 CEDEX 16, ou encore vous pouvez laisser un message, en tout cas téléphoner. Si vous avez de la chance, vous tomberez sur quelqu'un, sinon vous laissez un message et avec plaisir, ils vous rappelleront. C'est au 06 95 16 03 79. Si vous êtes à l'étranger, vous faites votre code pour quitter votre pays, 33 6 95 16 03 79. En fait, le 33 remplace le 0 qui est devant le 6. Petite séquence pédagogique. C'est important ça. Hein? C'est important. Donc 06 95 16 03 79. Merci à vous d'avoir été. Beaucoup. Oui. Est-ce que je peux juste il faut que je fasse ma petite touche. C'est une vraie haïtienne. Toujours un petit dernier mot. C'est bien. Non. Je tiens à saluer toutes les femmes de la communauté qui s'investissent dans les activités associatives, qui donnent de leur temps. Il faut vraiment s'organiser. Nous sommes assez fortes pour ça. Mais ça demande beaucoup d'énergie, donc je vous encourage, mesdames, à continuer votre travail, à faire davantage. Et à vous qui n'avez pas encore sauté le pas, n'hésitez pas à vous impliquer. Le regard d'une femme, parfois, peut changer les choses. Voilà, c'était la première femme présidente de la Fédé qui vous lançait un message, vous les femmes, les téléspectatrices. Merci encore à vous tous et à vous toutes d'avoir été au regard de cette émission ce soir. J'espère que vous avez appris énormément de choses. N'hésitez pas à continuer à partager cette émission, notamment au niveau des réseaux sociaux. Encore une fois, c'était Pradel Saint-Fleur avec vous pour la 38e édition de Transparence. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition.